C'est clair? Oui, c'est très Allô? net. Ouais. Oui, c'est net. Ouais, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous voulez qu'on commence d'abord avec les questions de la dernière fois ou bien on fait le cours et on laisse le temps libre pour des questions pour l'hypothyroïdie et pour le diabète. Personnellement, je préférais les cours, mais j'attends les réponses des étudiants. Qu'en pensez-vous? Oui, majoritairement, ils veulent commencer par le cours et laisser les questions en dernier. D'accord, ok. Alors, on a parlé de diabète de l'enfant la dernière fois. Aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah, de l'hypothyroïdie de l'enfant. C'est une autre endocrinopathie qui est aussi fréquente. Qu'est-ce qu'on veut dire d'abord par l'hypothyroïdie? C'est-à-dire hypo, ça veut dire une diminution de quelque chose, et thyroïdie, ça veut dire diminution de la fonction de la thyroïde. Donc, hypothyroïdie, c'est-à-dire c'est l'insuffisance de la production des hormones thyroïdiennes par la glande thyroïde. Cette insuffisance, elle peut être congénitale ou acquise, c'est-à-dire elle peut naître avec l'enfant comme elle peut s'installer secondairement et l'origine, soit d'origine centrale, c'est-à-dire hypothalamo-hypophysaire, soit périphérique, c'est-à-dire le problème est lié à la glande thyroïdienne elle-même. Bon, est-ce que vous trouvez que la question est intéressante ou non? Moi, je la trouve très, très intéressante pour un futur médecin. Pourquoi? Parce que l'hypothyroïdie, c'est une pathologie très fréquente et sa fréquence est en train d'augmenter actuellement. Je ne parle pas de l'hypothyroïdie congénitale. La fréquence, elle est plus ou moins stable, mais l'hypothyroïdie acquise et surtout la thyroïdite auto-immune, sa fréquence augmente avec le temps, comme il y a l'augmentation de la fréquence de toutes les maladies auto-immunes, maladies cœliaques, diabète et tout. Voilà. Donc, c'est une endocrinopathie qui est fréquente et c'est la deuxième chez l'enfant après le diabète. Ça, c'est la première des choses. Le message primordial que je veux transmettre, c'est de savoir en penser pour éviter quelque chose qui est très grave, ce qui est le retard mental. Donc, vous imaginez une maman qui a un enfant qui présente un retard mental, vraiment, ça constitue une charge vraiment très, très, très lourde sur tous les plans, sur le plan psychique, sur le plan social. Et vous imaginez, vous, médecin, capable d'éviter ce problème. Voilà. Donc, vous êtes capable d'éviter, de prévenir ce retard mental si vous pensez. Et voilà, c'est pour ça, et en plus, c'est une pathologie qui est fréquente. C'est pour ça que je trouve que le cours est vraiment très intéressant. C'est pour ça que je vous ai laissé le temps de bien se reposer, de prendre votre café, de faire l'assiette, de faire tout ce qu'il faut pour bien concentrer. Et donc, la gravité, elle est liée beaucoup plus au retard mental. Le diagnostic et la prise en charge est facile, mais elle doit être précoce et bien conduite et ça améliore le pronostic d'une manière très spectaculaire. Et l'hypothyroïdie, j'ai mis en rouge, c'est la principale cause évitable du retard mental chez l'enfant. Il y a également d'autres causes comme la phénylcétonurie, si on commence le régime à temps à la naissance, mais la principale, c'est l'hypothyroïdie. Bien, donc j'imagine que vous avez bien assimilé le rôle, c'est-à-dire votre rôle comme futur médecin pour prévenir ce retard mental chez les petits-enfants. Donc, je vous ai dit que l'hypothyroïdie, elle peut être congénitale ou acquise. Et c'est bien de faire, avant d'aborder la clinique et la biologie, c'est bien de faire un petit rappel embryologique. Donc, il faut savoir que l'embryogenèse de la thyroïde commence dès le 17e jour de la vie. Donc, à partir de ce qu'on appelle l'ontoplaste. Et donc, il y a d'abord un petit bourgeonnement. Puis vers le 19e jour, donc vous voyez qu'il y a une petite inclinaison et dans la poche de Radlett. Et puis vers le 21e jour, donc il y a l'allongement de la poche qui donne ce qu'on appelle le canal thyrioglosse. Donc, et le canal thyrioglosse assure la migration de la glande
thyroïde vers sa localisation définitive. Bien, donc voilà, donc vous voyez ça, c'est la migration de la glande pour s'installer là au niveau cervical, au niveau de la base du cou. Donc, 17e jour, un petit bourgeonnement, 19e jour, donc une petite inclinaison, une petite dépression. Donc, puis 21e jour, donc c'est l'allongement du canal et également, c'est-à-dire la glande qui s'ensuit. Donc, 23e jour, donc c'est, donc là, c'est pas très clair. Donc, c'est le début du bourgeonnement. Donc, bourgeonnement de la glande, donc à sa place définitive. Puis, 7e semaine, donc on trouve la fragmentation du tractus thyreoglosse. Donc, il le fragmente pour disparaître. Voilà. Et c'est-à-dire si l'enfant, il garde c'est-à-dire les séquelles de ce tract du canal thyreoglosse, donc ça donne des kystes de thyreoglosse qui sont pathologiques. Voilà, donc le canal thyreoglosse, il se fragmente pour disparaître et la glande thyroïde, elle prend sa place définitive après une migration correcte. Donc, si la migration ne se fait pas correctement, la glande, elle peut s'arrêter n'importe où, donc pour donner une glande ectopique, donc au niveau de la base de la langue ou au niveau de la partie supérieure du médiastin. Donc, de toute façon, s'il y a un problème de migration, donc elle peut s'arrêter à n'importe quel endroit pour donner une glande ectopique. Par contre, à l'état physiologique, la migration se fait correctement pour s'arrêter à ce niveau-là. Donc, et le canal thyreoglosse doit se fragmenter pour se détruire progressivement. La persistance du canal thyreoglosse est pathologique et ça donne des kystes qu'on doit opérer, on doit les enlever. Bien. Donc, il faut savoir qu'à partir, donc, je vous ai dit, 7e semaine, la glande, elle prend sa position définitive et on trouve également l'apparition des glandes qui sécrètent la calcitonine pariétale et voilà, des ébauches thyroïdiennes latérales qui sont responsables de la sécrétion de la calcitonine et qui sont responsables de la synthèse de la production des cellules C, donc les cellules pariétales. Donc, c'est pour dire que c'est pas la même origine embryologique. La glande et les cellules folliculaires ont une origine ontoplastique. Par contre, les ébauches latérales, donc, ils ont une origine différente, neuroectoplastique. Donc, à la 10e, 11e, 2e semaine de gestation, donc, les cellules folliculaires commencent à avoir une activité, le début de l'activité endocrinienne. Elles contiennent de la colloïde et voilà, sont capables d'intégrer l'iode pour commencer la synthèse des hormones thyroïdiennes déjà à partir de la 10e, 2e semaine, donc à peu près à partir du 2e trimestre. Et c'est pour cette raison, durant le premier trimestre, donc le fœtus, il dépend de sa maman et la fonction thyroïdienne de la mère, elle doit être bien équilibrée durant le premier trimestre et tout déséquilibre il peut influencer négativement sur le développement surtout neurologique de l'enfant. À partir du 2e semaine, donc le fœtus, il dépend de ses propres hormones thyroïdiennes. Alors, c'est-à-dire à la naissance, on trouve la glande thyroïdienne à sa place définitive qui est constituée de lobes, donc avec un isthme au milieu. Et voilà, donc sur le plan anatomique, elle se situe au-dessous du cartilage thyroïdien. Et voilà, et au-dessus de la trachée. Donc, c'est entre le cartilage thyroïdien et la trachée. Le début de la trachée, un peu au-dessus, ça se trouve l'os hyoïde.
Donc ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de résidents, d'internes qui ne savent pas palper la thyroïde parce qu'ils connaissent pas la localisation exacte. Voilà. Donc au-dessus, il y a la trachée. Là, au-dessus, il y a l'os. Donc ça, c'est le cartilage et ça, c'est l'os hyoïde et ça, c'est la glande. À l'état normal, donc chaque lobe il mesure 5 cm de hauteur et 2 cm en largeur. Ça chez l'adolescent, le grand enfant. Donc chez les petits enfants à peu près 3 cm et 1,5. Et voilà. Et c'est intéressant de mesurer, c'est-à-dire les dimensions de chaque lobe si on suspecte qu'il y a une hypertrophie de la glande thyroïdienne chez les enfants qui présentent une maladie de Basedou ou la goitre secondaire à un trouble de l'hormonosynthèse. Et voilà, donc également, on peut l'ausculter pour voir est-ce qu'il y a une hypervascularisation ou non. Et en cas de maladie de Basedou, par exemple, on peut c'est-à-dire ausculter un souffle s'il y a une hypervascularisation. Voilà donc l'intérêt de cette plaque, qui est de vous orienter à bien savoir, c'est-à-dire à bien connaître la sémiologie de la glande thyroïdienne, de connaître bien sa localisation et de savoir la rechercher et de la mesurer. Si je vous demande par exemple de mesurer la glande thyroïdienne, donc il faut mesurer le grand axe en longueur et en largeur jusque l'isthme, et ça ne doit pas dépasser 5 cm chez les adolescents et les adultes et 3 cm et demi chez les petits enfants, 1 cm et demi chez les petits et 2 cm chez les grands enfants et les adultes. Voilà. Donc sur le plan histologique, donc, sur le plan histologique, donc là, je vous ai dit, chaque glande est constituée de lobes et chaque lobe est constitué de plusieurs lobules et chaque lobule est constitué de plusieurs follicules qui est l'unité fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par follicule? Donc, c'est l'ensemble des cellules folliculaires donc qui s'organisent comme ça en anneaux. Il y a, au milieu, donc, il y a un espace qui contient une substance qu'on appelle la colloïde. Et latéralement, donc, on trouve les cellules pariétales C qui sont responsables de la sécrétion de la calcitonine. Et entre les follicules, il y a la vascularisation, donc qui assure l'apport de l'iode, l'apport de la TSH et les autres facteurs nutritionnels nécessaires pour le fonctionnement des cellules folliculaires. Voilà, donc ça, c'est le pôle apical de la cellule folliculaire. Ça, c'est le pôle basal. Le pôle apical, il est en contact avec la colloïde et le pôle basal, il est en contact avec les vaisseaux. Et donc, la cellule folliculaire, donc, c'est un pont entre la colloïde et la circulation sanguine. Voilà, donc je ne sais pas si vous arrivez à imaginer. Donc, ça, c'est la paroi de la cellule folliculaire. Donc, ça, c'est le pôle apical et ça, c'est le pôle basal. Là, c'est la colloïde et là, c'est la circulation sanguine, c'est les vaisseaux. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe à l'état physiologique? Donc, l'arrivée de la TSH, vous connaissez très bien la TSH, c'est une hormone hypophysaire, donc synthétisée par l'hypophyse et arrive là au niveau du pôle basal de la cellule folliculaire. Elle a un récepteur qui existe à ce niveau-là. Donc, la stimulation de ces récepteurs provoque une autre stimulation parallèle des canaux de Nice. Les canaux de Nice existent également au niveau du pôle basal de la cellule folliculaire et cette stimulation assure la captation des iodures apportés par la circulation, généralement absorbés par le tube digestif et apportés par la circulation. Donc, l'iodure traverse ce canal pour être au niveau de la cellule folliculaire. À l'intérieur de la cellule folliculaire, ces iodures vont subir une oxydation pour donner la forme active de l'iode. Donc, la forme active de l'iode traverse secondairement donc, le pôle apical de la cellule folliculaire pour
pour pénétrer à l'intérieur de la colloïde par l'intermédiaire d'un canal qui s'appelle la pendrine. Voilà, donc à l'intérieur de la cellule folliculaire, la forme ces iodes vont subir ce qu'on appelle l'organification, donc c'est-à-dire c'est la liaison de l'iode avec la tyrosine de la thyroglobuline. Donc voilà l'iodure, voilà les ions de l'iode, la forme active de l'iode qui va se lier avec la tyrosine, donc pour donner soit la monoiodothyronine, soit la diiodothyronine en fonction du nombre de l'iode qui se fixe sur la tyrosine. Donc, puis, secondairement, on aura le couplage qui est assuré par, donc cette première c'est-à-dire réaction est assurée par la thyroperoxydase, puis il y aura une deuxième réaction qui est assurée par ce qu'on appelle les dioxy 2 et les dioxy A2, donc elle assure ce qu'on appelle le couplage. Donc, et du coup, il y aura la formation de la FT4, c'est le couplage de deux diodothyronines, ou bien la T3 par le couplage d'un monoiodothyronine avec un diiodothyronine. Voilà, donc les T4 et les T3 restent au niveau de la colloïde. Donc l'arrivée de la TSH au niveau de son récepteur qui existe au niveau du pôle basal de la cellule folliculaire stimule l'excrétion des hormones thyroïdiennes, c'est ce qu'on appelle l'endocytose de la thyroglobuline et avec dissociation des vésicules, puis libération des hormones thyroïdiennes dans la circulation sanguine sous forme de T4 ou bien T3. Voilà, donc je veux attirer votre attention. Donc, si on a par exemple un problème au niveau de la thyroglobuline, il y a une anomalie génétique qui donne un déficit de la synthèse d'une protéine qui s'appelle la thyroglobuline, donc ça donne ce qu'on appelle hypothyroïdie secondaire, un trouble de un trouble congénital qui est l'absence de la thyroglobuline. Et dans ce cas, donc on trouve la thyroglobuline, c'est-à-dire le dosage de la thyroglobuline, on trouve vraiment effondré. Donc, si on a par exemple des anomalies, des mutations génétiques qui touchent le canal de Nice, donc là, l'iodure ne passe pas et donc il n'y aura pas toutes ces réactions de l'hormonosynthèse et donc il n'y aura pas la synthèse des hormones thyroïdiennes. Et à l'échographie, on trouve la glande en place. Par contre, à la scintigraphie, il n'y a aucune fixation, donc zéro fixation. Et c'est l'échographie qui permet de trancher entre une mutation des canaux de Nice ou bien la thyreose. Donc, à la scintigraphie, donc que ce soit pour la thyreose ou bien pour les mutations du canal de Nice, on trouve toujours absence de fixation. Donc, une scintigraphie blanche. Donc, si vous avez une scintigraphie blanche, c'est-à-dire soit la glande n'existe pas, ce qu'on appelle la thyreose, soit la glande existe, elle est en place, mais il y a des anomalies au niveau du canal de Nice. Voilà, donc la deuxième des choses, si vous avez des mutations au niveau de la pendrine, donc là, on trouve un goitre avec une surdité, parce que la pendrine existe également au niveau de l'oreille. Et donc, si vous avez un enfant ou là, une famille qui a un goitre, hypothyroïdie avec un goitre, avec une surdité, c'est-à-dire il y a une mutation au niveau de la pendrine. Donc, les anticorps qui sont dirigés contre la thyroperoxydase, donc, donnent ce qu'on appelle les anticorps anti-TPU, donnent une réaction inflammatoire et ça donne une thyroïdite auto-immune. Et les autres mutations également donnent des troubles de l'hormonosynthèse, soit au niveau du couplage, soit au niveau de l'exocytose. Donc, quel que soit le niveau, donc, ces mutations donnent des hypothyroïdies, donc, avec avec ou sans goitre en fonction de la localisation du problème. Voilà, ça c'est pour vous dire que, c'est-à-dire sur le plan physiopathologique, soit la glande n'existe pas, donc elle ne fonctionne pas,
soit la glande existe, mais elle est quelque part, c'est-à-dire elle est là au niveau de la base de la langue ou bien au niveau de la partie supérieure de médiastal. L'essentiel, elle n'est pas à sa place et donc elle ne reçoit pas la vascularisation nécessaire et donc elle ne peut pas fonctionner correctement. Donc, soit la glande existe et elle est à sa place, mais il y a un lobe. Donc, soit elle existe, elle est à sa place, un lobe, il est présent, le deuxième lobe, il n'est pas présent. Voilà, donc ça, c'est des anomalies anatomiques. Donc, soit absence carrément de la glande, soit absence d'un lobe, soit présence des deux lobes, mais ils sont hypoplasiques, soit hypoplasie ou la absence d'un des deux lobes. Donc, c'est des anomalies morphologiques de la glande thyroïdienne, soit un problème de siège, soit un problème de fonctionnement. Et pour les problèmes de fonctionnement, je vous ai dit, soit il y a un problème au niveau des étapes de l'hormonosynthèse, soit un problème au niveau des récepteurs de la TSH, soit au niveau, c'est-à-dire de la qualité des T3 et T4 qui donne c'est-à-dire des taux normaux de T3 et T4, mais avec une résistance périphérique. Voilà. Donc, pour que la glande thyroïdienne fonctionne correctement, donc il faut avoir une régulation de son travail par l'intermédiaire de l'hypothalamus et de l'hypophyse, pardon. Donc l'hypothalamus sécrète la TRH, l'hypophyse sécrète la TSH. Et voilà, donc la TRH stimule l'hypophyse pour sécréter la TSH et la TSH, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc elle agit au niveau d'un récepteur pour stimuler la synthèse et la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Donc il faut savoir que l'hypothalamus et l'hypophyse sont contrôlés par le taux de T3 et T4 qui joue un rôle de rétrocontrôle négatif. Si on a un taux élevé de T4, donc obligatoirement, donc on va bloquer la synthèse de la TRH et de la TSH et c'est-à-dire si on a un taux bas de la T4 et de la TSH, on trouve une augmentation de taux de TRH et de la TSH. La TRH, on ne peut pas la doser facilement. Par contre, la TSH, on peut la doser, c'est très accessible. Et c'est pour cette raison, par exemple, en cas de problème thyroïdien périphérique, si vous avez une agénésie ou un problème de fonctionnement de la thyroïde, donc obligatoirement, on va y avoir une diminution de la T3 et T4 et on trouve TSH élevé. La TSH élevée parce qu'il y a un rétrocontrôle négatif qui stimule cette sécrétion. Et en cas de l'hyperthyroïdie, par exemple, donc lorsque le taux de T4 et de T3 sont élevés, donc il inhibe la synthèse de la TRH et de la TSH, et donc on trouve la TSH effondrée. Donc, en cas de l'hypothyroïdie centrale, on trouve que la T4 et la T3 sont basses, mais également la TSH, elle est normale basse. Pourquoi? Parce qu'il y a une anomalie au niveau de l'hypothalamus ou au niveau de l'hypophyse, et du coup, la T4 et la T3 essayent de les stimuler, mais ça ne fonctionne pas, ça ne répond pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème hypothalamique ou hypophysaire. C'est-à-dire, si vous avez T3 et T4 basses et le TSH élevé, c'est-à-dire que l'hypophyse et l'hypothalamus sont intacts, le problème c'est thyroïdien et donc c'est une hypothyroïdie périphérique. Si vous avez le T3 et T4, c'est-à-dire effondré, mais la TSH soit basse, soit même pas limite de la normale, c'est-à-dire que le système hypothalamo-hypophysaire n'arrive pas à réagir à cette diminution, à cette hypothyroïdie et donc le problème il est central, il est soit hypothalamique, soit hypophysaire. En plus de ce mécanisme de contrôle central, donc la thyroïde elle est contrôlée également par d'autres facteurs comme les cytokines inflammatoires qui l'inhibent, les facteurs de croissance, l'insuline, IGF-1, FGF, la stimule et TGF-B l'inhibent et également il y a les neurotransmetteurs qui peuvent l'inhiber ou la stimuler en fonction de sa nature. Voilà, donc ça c'est pour c'est-à-dire la régulation de la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Donc je vous ai dit TRH stimule la TSH stimule
la glande thyroïdienne au niveau des récepteurs TSH, donc pour sécréter la T4 et la T3. Donc la T4, elle constitue la forme de stockage au niveau vasculaire. Donc la dose, elle est plus stable et la demi-vie, elle est plus longue et elle se transforme en T3 qui est instable et qui a une demi-vie plus courte et c'est la forme active. C'est pour cette raison on préfère le dosage de T4 parce que c'est la plus stable par rapport à la T3 qui n'est pas stable et qui a une demi-vie très courte. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle agit à quel niveau la T3? Donc, elle agit au niveau du système nerveux central, système nerveux sympathique, au niveau musculaire, cardiaque, rénal, au niveau de l'os, de la moelle osseuse, au niveau métabolique et donc pour les fonctions sexuelles. Elle assure également la régulation de la fonction sexuelle. Alors, chez l'enfant, donc il y a trois organes, il y a trois c'est-à-dire endroits qui sont bien contrôlés par les hormones thyroïdiennes. C'est beaucoup plus le système nerveux central et l'os et le métabolisme. Pour le reste, c'est accessoire chez l'enfant par rapport à ces trois organes. Donc, pour le métabolisme, qu'est-ce qu'elles font les hormones thyroïdiennes sur le métabolisme de base? Est-ce que ce sont des hormones anabolisantes ou catabolisantes? Donc, ce sont des hormones catabolisantes et la preuve, c'est-à-dire chez un malade qui présente une hyperthyroïdie, on le trouve comment? On le trouve maigre, il y a c'est-à-dire l'hyperproduction de l'énergie, donc très agité, il est maigre, il est énervé, donc il a une sensation de chaleur, il a des bouffées de chaleur, donc c'est-à-dire qu'il y a un excès de catabolisme. Par contre, chez un enfant qui est en hypothyroïdie, on trouve le contraire, donc il est plus ou moins gros, il y a l'infiltration sous-cutanée, il y a également la froideur des extrémités, il y a la lenteur des activités, une somnolence, donc tout ça en rapport avec la réduction du métabolisme. Voilà, donc ce sont des hormones catabolisantes. Qu'est-ce qu'elles font au niveau, c'est-à-dire du métabolisme de base? Elles stimulent la consommation d'oxygène et accélèrent le métabolisme basal. Elles augmentent la production de la chaleur et elles facilitent les effets du système nerveux sympathique. Pour le métabolisme glycidique, lipidique et protidique, favorise le catabolisme du glucose et donc elle mobilise les lipides essentiels à la production d'énergie pour la synthèse des protéines et facilite la synthèse hépatique de cholestérol. Voilà, donc ce sont des hormones qui hyperglycémiantes et catabolisantes, donc ça favorise la destruction des lipides et des protéines, ce qui explique l'amaigrissement chez les enfants en hyperthyroïdie et l'obésité chez les hypothyroïdiens et ça stimule la production de la température et de l'énergie. Voilà, donc ça sur le plan métabolique. Donc au niveau du système nerveux central, les hormones thyroïdiennes favorisent le développement du système nerveux central chez le fœtus et chez le nourrisson. Donc, et elles sont vraiment nécessaires pour un bon fonctionnement du système nerveux chez l'adulte. Voilà, donc chez l'enfant, elles jouent un rôle dans le développement et chez le grand, elle joue un rôle dans le fonctionnement. Donc, c'est-à-dire, si on a un bébé ou un nouveau-né, un fœtus ou un nouveau-né ou un nourrisson qui est en hypothyroïdie, donc on peut avoir un retard mental parce qu'il y a un défaut de développement. Par contre, chez un grand enfant, un adolescent ou bien un adulte, dont l'hypothyroïdie s'installe secondairement, par exemple la thyroïdite auto-immune, donc ça ne provoque pas un retard mental, mais elle provoque peut-être une dépression, somnolence, une fatigabilité, trouble de mémoire, voilà, mais pas un retard mental. Mais chez le petit, donc ça favorise la myélinisation et le développement du système nerveux central, et du coup, un diagnostic tardif, elle peut laisser des séquelles irréversibles. Voilà. Donc, pour le système cardiovasculaire, donc ça permet un fonctionnement normal cardiaque.
Donc, au niveau musculaire, elle joue un rôle dans la stimulation de la contraction musculaire par deux facteurs, soit par l'intermédiaire de la stimulation du système nerveux-sympathique, soit par la stimulation des muscles. Donc, au niveau digestif, ça favorise la motilité et le tonus gastro-intestinal et du coup, donc, elle agit à la fois au niveau des muscles lisses et au niveau du système nerveux-sympathique. Donc, et du coup, chez un enfant en hyperthyroïdie, on trouve la diarrhée et par contre, chez l'hypothyroïdien, on trouve d'abord un retard d'émission du muconium, donc ça les premiers jours, et secondairement, on trouve une constipation. Bien. Donc, sur le plan osseux,